Ces agriculteurs occitans en colère étaient bien décidés à dire 2 mots au chef de l'État. Ils ont pris ce matin la direction de Toulouse, où Emmanuel Macron faisait étape aujourd'hui. On veut parler au Mercosur, tout simplement, pour protéger notre agriculture paysanne et protéger aussi la santé des concitoyens français. Le monde agricole accuse Emmanuel Macron d'avoir opéré une volte-face sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, qui ne sont pas soumis aux mêmes normes environnementales et sanitaires. En février dernier, au Salon de l'agriculture, le chef de l'État se disait contre. Nous sommes opposés au Mercosur tel qu'il a été signé. Avant de se montrer plus conciliant, il y a quelques jours, lors de la COP30 au Brésil. Je suis plutôt positif, mais je reste vigilant. Emmanuel Macron, qui a discuté avec une délégation d'agriculteurs cet après-midi, a tenté de rassurer, selon la ministre de l'Agriculture. Bonjour. Le projet d'accord tel qu'il existe aujourd'hui recueillera un non très ferme de la France parce que ce projet d'accord ne protège pas les intérêts de nos agriculteurs. Déjà adopté par la Commission européenne, après 25 ans de négociations, le texte doit encore être approuvé par les 27. La majorité des États membres est pressée de signer, car si les pays d'Amérique latine vont pouvoir écouler vers l'Europe, sans frais de douane ou presque, de la viande, du sucre ou du riz, en échange, les Européens pourront exporter des voitures, des produits pharmaceutiques ou du vin. L'accord avec le Mercosur représente un marché de 770 millions de consommateurs. C'est un marché que nous devons conquérir. Alors, sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, les Européens peuvent-ils faire l'impasse sur le Mercosur? Qui seraient les gagnants et les perdants de l'accord de libre-échange? Merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour essayer de répondre avec nous à ces questions. À mes côtés, Véronique Le Floch, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes présidente de la coordination rurale. Selon vous, la signature du Mercosur, c'est comme si c'était déjà fait, mais la coordination rurale, dites-vous, va tout faire pour que l'agriculture en soit exclue, parce qu'à vos yeux, les clauses de sauvegarde qu'a réclamé la France n'auraient aucun effet. À vos côtés, Elvire Fabry, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes chercheuse en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors, et selon vous, la ratification du traité aura lieu, dites-vous. Les Européens ont besoin de renforcer les liens avec les pays du Mercosur, parce que si l'Europe ne prend pas cette place, c'est la Chine qui la prendra. Et à vos côtés, Thierry Fabre, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à Challenge. Et selon vous, il y a une véritable logique géopolitique pour l'Europe de se rapprocher du continent sud-américain en signant cet accord pour avoir un nouveau marché, surtout dans le contexte actuel, c'est-à-dire depuis le début de la guerre commerciale lancée par l'augmentation des droits de douane décidée par Donald Trump. Tout de suite, pour ouvrir ce débat, Marion, vous avez une déclaration du jour, enfin presque du jour. Oui, presque du jour, parce qu'elle date en fait de vendredi dernier. C'est avant la rencontre du président de la République avec les agriculteurs aujourd'hui. C'est celle du président de la FNSEA, le premier syndicat agricole sur le réseau X. Il répond donc aux propos d'Emmanuel Macron, qui s'était dit plutôt positif sur l'accord sur le Mercosur. C'est un reniement total, écrit entre autres Arnaud Rousseau sur X. Réplique cet après-midi, on l'a entendu, de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui cite Emmanuel Macron. En substance, si le traité reste tel quel, ça sera non. Alors, Véronique Le Floch, vous êtes rassurée ? Non, pas du tout. Je pense que ça fait trop longtemps que ça dure. Et même si on n'est pas d'accord pour cet accord, tout le monde semble aller dans ce sens, que ce soit nos politiques, que ce soit les consommateurs. Et pourtant, on n'est pas sorti. Macron, mais là, il dit l'inverse. Emmanuel Macron n'a pas enlevé sa délégation qu'il a donnée à l'Europe. Franchement, à un moment, les agriculteurs ne croient plus personne. On nous dit, il y a 1 an et demi, en pleine crise, il faut protéger les agriculteurs, il faut qu'ils produisent. Et là, on va faire en sorte que de nouvelles productions viennent inonder nos territoires. Donc ça, ce n'est pas entendable. Et peu importe les paroles, aussi rassurantes soient-elles, ça fait comme le baromètre. C'est positif, négatif, donc ça ne convient plus. Elvire Fabry, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la position exacte, d'ailleurs, du chef de l'État, avec des tonalités un peu différentes selon les jours? Quelle est aujourd'hui la position de l'exécutif français et du gouvernement? Pas de signature du Mercosur en état, mais peut-être sous condition. Oui, mais la recherche de conditions supplémentaires, je dirais que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis déjà 2019, la France avait poussé pour obtenir plus de
garanties, justement, pour pouvoir, au-delà des quotas qui ont été négociés, qui, il faut rappeler, sont très petits, parce que là, on se concentre sur le volet de l'agriculture. Mais il y a beaucoup de choses dans cet accord, donc je pense que ça va être aussi important de dézoomer. Mais il y a beaucoup de garanties qui ont été apportées déjà avec justement ces clauses de sauvegarde, un budget supplémentaire, si jamais il y a encore des difficultés ou une filière qui est particulièrement exposée. Maintenant, ce qui est plus en débat, c'est les mesures compensatoires qui ont été rajoutées à l'accord et qui permettent qu'il y ait une des deux parties, que ce soit le Mercosur ou l'Union européenne, éventuellement de demander de rééquilibrer les termes de l'accord si on adopte des réglementations qui changent les termes de cette... On va voir ça dans le détail. Justement, Anna, avec vous, quelles sont les mesures précises que réclame la France pour protéger son agriculture? Alors vous l'avez dit, il y en a déjà eu en 2019, mais ensuite, dès 2024, le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, réclamait des clauses miroirs pour s'assurer que les produits importés d'Amérique latine respectaient bien les mêmes normes que celles imposées en Europe. Mais à ce jour, cette demande n'a toujours pas été traitée au Parlement européen. En revanche, face au refus de la France et de la Pologne, entre autres, de signer le traité en l'état, la Commission européenne a consenti à rédiger un accord annexe au traité avec ces fameuses mesures de sauvegarde pour les produits européens sensibles, le bœuf, le sucre et la volaille. Alors concrètement, si la quantité de bœuf argentin qui arrive chaque année sur le sol européen venait à augmenter de plus de 10%, la Commission s'engage à ouvrir immédiatement une enquête. Et même chose si, par exemple, le prix du poulet brésilien diminuait de plus de 10% par rapport à celui du poulet français. Là, ce serait vraiment un signe de concurrence déloyale. Et dans ces deux cas, la Commission européenne pourrait aller jusqu'à suspendre les droits de douane préférentiels. Mais pour le moment, il ne s'agit que d'une déclaration d'intention. Et il faut savoir que ces mesures, si elles sont appliquées, le seraient uniquement pour une période maximale de 4 ans. La France exige donc aujourd'hui que cette clause de sauvegarde soit adoptée et reconnue par les pays du Mercosur avant toute signature du traité. Thierry Fabre, est-ce que ces mesures de sauvegarde, elles ont de quoi rassurer les Français et est-ce qu'elles les protègent suffisamment, les agriculteurs français? Alors c'est la grande question et effectivement beaucoup doutent de la capacité de la Commission européenne à faire face à une éventuelle invasion de produits agricoles latino-américains. On est extrêmement sceptique, on n'a pas tous les détails, mais c'est la question clé. La France est très isolée en Europe, elle s'est opposée à cet accord, parce que cet accord, il faut le rappeler, on ne parle que d'agriculture, mais il est global et il a comme avantage notamment pour les industriels de pouvoir exporter beaucoup plus dans les pays latino-américains. Il va faire cet accord des gagnants et des perdants. C'est clairement les industriels, notamment en matière automobile, qui vont gagner, et notamment les Allemands. C'est clairement les agriculteurs qui devraient perdre. Il y aura forcément des perdants. En tout cas, mais là, on ne parle depuis le début que des perdants, qui sont les agriculteurs potentiellement, et une catégorie des agriculteurs. Mais on oublie qu'un accord commercial, c'est un deal, et qu'effectivement, si beaucoup poussent en Europe à le faire, c'est parce qu'il y a des projections de progression d'exportation d'automobiles dans l'industrie chimique, et donc ça ouvre des marchés, un marché qui a 280 millions de consommateurs. Mais justement, Véronique Le Floch, vous, est-ce que ça vous rassure, ces mesures de sauvegarde, ou alors pas du tout? Alors, pas du tout, ça a été dit en introduction. Si je prends le filet de poulet a un coût de production moyen en Europe de 6,40 €. En France, il est plus de 20% supérieur. Comment on applique les clauses de sauvegarde? Il faut déjà que les prix français aient chuté de 20% et ensuite de 10%. Mais en France, il ne restera plus de producteurs de poulet. Déjà, même si on veut développer la production, aujourd'hui, c'est impossible. On a des oppositions en permanence. Donc, les clauses de sauvegarde, même si elles s'appliquaient, ça veut dire qu'on aurait atteint déjà une situation problématique dans nos fermes. On agite la clause de sauvegarde et ensuite on sait qu'on aura le coup de bâton en revers, c'est le mécanisme de rééquilibrage de la part des pays du Mercosur, avec des compensations financières qui leur seront dues et qui seront peut-être payées sur le budget de la politique agricole commune. Donc si on a ce fonds de compensation qui aujourd'hui est prévu, c'est qu'on anticipe déjà les dégâts. Elvire Fabrice, c'est terrible ce qu'a dit votre voisin à l'instant, juste Thierry Fabre, confortant d'ailleurs la démonstration de Véronique Le Floch. Thierry Fabre l'a dit, il y aura des perdants, les agriculteurs seront les perdants. Alors, dans un accord... On comprend qu'ils soient en colère et qu'ils soient méfiants vis-à-vis de ces fameuses clauses de sauvegarde. Alors déjà, dans un accord commercial, en effet, il y a ce qu'on appelle les intérêts offensifs ou défensifs. Il y a ceux qui non seulement sont prêts à exporter, mais qui ont besoin de ces exportations. Et aujourd'hui, on a un marché américain qui est en train de se fermer. On a un marché chinois qui est en train de
importer moins parce que la consommation est en berne. Et donc, on a des filières qui ont absolument besoin de diversifier leur destination d'exportation. Mais ça, ce n'est pas simplement les industriels et ce n'est pas simplement les Allemands. C'est-à-dire que on va les évoquer après, mais pour en rester aux perdants, comme l'évoque Thierry Fabre. J'y viens. Donc, il y aura des perdants, vous le confirmez. Les agriculteurs doivent s'y faire. Non. Parce que dans l'agriculture, il y a des filières qui attendent absolument cet accord. Je pense aux viticulteurs, qui en ce moment souffrent beaucoup. Ils attendent cet accord. Ils en ont absolument besoin pour compenser leurs pertes par ailleurs. La filière laitière. Je sais que vous êtes exploitante justement dans la filière laitière, mais les débats que j'ai eus avec des exploitants de la filière laitière me disaient qu'ils voient leurs exportations vers la Chine énormément baissé. C'est 13% de l'exportation de la production qui est exportée et qui aujourd'hui a besoin de trouver des débouchés alternatifs. Donc on se concentre sur des filières qui en effet sont plus exposées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont beaucoup souffrir. On a des quotas qui sont très limités. Pour la viande de bœuf, c'est 1,5% de la consommation européenne sur laquelle on abaisserait les droits de douane. Ce qui veut dire que ce n'est pas les 99 000 tonnes qui seraient importées à droit abaissé. Ce n'est pas simplement sur la France, c'est sur l'ensemble de l'Union européenne. Thierry Fabre, concrètement, si la France dit aujourd'hui, comme elle semble le dire pour l'instant, non, nous ne voulons pas de ce traité, nous n'allons pas le signer, qu'est-ce que ça change? Au fond, rien, il va s'appliquer quand même? Alors non, pour bloquer le traité, il faudrait que la France arrive à convaincre 3 autres pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a que la Pologne. Voilà, et ça devrait représenter, je crois, 30% de la population européenne. Donc 35%. Donc on est loin du compte. Donc la France se sent très isolée. Donc elle essaye en fait de négocier ces fameuses clauses de sauvegarde pour dire, dans quelques semaines, allez, on signe, mais on a cette garantie. Mais elle a encore des marges de manœuvre pour négocier, la France, aujourd'hui? Alors, elle essaye de peser. Non, elle est vraiment en position de faiblesse. Mais effectivement, pour obtenir l'adhésion de la France, il faut absolument que ces clauses de sauvegarde soient plus détaillées. Mais il ne faut pas se voiler la face. On va sans doute signer. On est en position de faiblesse, donc l'accord va s'appliquer. Après, la grande question, c'est vrai que je comprends votre crainte, puisque l'agriculture brésilienne est extrêmement puissante. Moi, j'ai fait un reportage dans le Mato Grosso il y a quelques années. Ça décoiffe. Vous dites même rouleau compresseur. Donc c'est vraiment un rouleau compresseur. Quand on voit ça, on se dit on va se faire inonder. Donc effectivement, il y a un risque. Et il y a ces clauses. Mais il ne faut non plus pas crier à la catastrophe quand on voit ce qui s'est passé avec le Canada. Il y a un accord, c'est le CETA. On en parlera tout à l'heure. Vous allez voir, vous anticipez sur la suite de l'émotion. Mais d'abord, vous évoquiez l'isolement de la France en Europe. Justement, Marion, il y a plusieurs pays européens qui, eux, ont hâte de mettre en œuvre cet accord du Mercosur. Oui, même la plupart de nos partenaires qui défendent cet accord et le marché commun que ça crée, 770 millions de consommateurs, 111 milliards d'euros dont ils espèrent évidemment profiter. C'est le cas du chancelier allemand et du Premier ministre espagnol. Sie kennen meine persönliche Meinung, dass das Mercosur-Abkommen so schnell wie möglich auch verabschiedet und in Kraft gesetzt werden sollte. Lo que sí que me gustaría, presidente Lula, es que bajo la presidencia brasileña podamos definitivamente culminar ese ansiado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que convertirá a ambos proyectos regionales en la mayor zona de libre comercio del conjunto del mundo. Alors c'est vrai qu'un marché de 111 milliards d'euros, Véronique Le Floch, on a quand même du mal à s'en passer, à dire non. Alors 111 milliards d'euros de marché, mais déjà un déficit de balance commerciale agricole et agroalimentaire entre 20 et 25 milliards déficitaires. Donc moi je veux bien... Mais ça veut dire qu'on vend moins que le Mercosur. Aujourd'hui on est légèrement... Agricole, parce que notre balance est positive pour l'ensemble des échanges commerciaux avec à l'équilibre ou moins 1 milliard. Mais dans tous les cas, on sait que, vous l'avez dit, c'est un rouleau compresseur. Et si on prend la filière laitière dont vous avez parlé tout à l'heure, il faut regarder ce qui est collecté aujourd'hui dans chacune des fermes. On est autour de 100 litres dans nos fermes en France, on est à 1000, 1500, 2000 litres. Ils ont un potentiel de productivité, de compétitivité. Et je ne vois pas comment, même pour les secteurs du vin, où ils ont aussi ce potentiel, où ils sont en train de développer, même si les champagnes exportés vers le Brésil notamment ont augmenté, même en supprimant les droits de douane, ils auraient quand même acheté ces produits. Donc pour nous, agriculteurs, de voir les représentants politiques du Brésil notamment, qui ont justement dans leur feuille de route à 10 ans de développement de la production agricole, une augmentation de la production de viande bovine de 34%, 39% d'exportation. Pareil pour la volaille, ça viendra chez nous.
Elvire Fabry, parmi les secteurs industriels qui attendent cet accord, a priori, on parle beaucoup de la voiture, notamment des voitures allemandes d'ailleurs, et on voit qu'en Allemagne, l'Allemagne a en quelque sorte enclenché la marche arrière sur l'interdiction des voitures thermiques en 2035, qu'elle est tentée. Parce que c'est un débouché pour sauver l'automobile allemande, ce Mercosur ? Alors, les constructeurs, ils sont déjà présents dans les pays du Mercosur depuis longtemps. Renault y est depuis 1998, toutes les grandes marques y sont. Donc pour le secteur automobile français aussi, c'est un accord intéressant. Bien sûr. Et toute l'industrie automobile française connaît les mêmes difficultés que l'automobile allemande. Je dirais que l'enjeu, il est beaucoup plus important pour les sous-traitants, pour tous ceux qui fabriquent tous les composants. Parce que là, ils subissent une transformation de l'industrie automobile vers l'électrification qui est très problématique. On a en Amérique latine encore des marchés importants pour les véhicules thermiques. Donc, ils ont besoin encore... On peut exporter les véhicules thermiques qu'on ne voudra plus utiliser en Europe, en Amérique latine. Oui, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a une priorité qui est la décarbonation, mais il y en a une autre qui est... mais ce sont des centaines de milliers d'emplois. C'est une industrie qui est à travers toute l'Europe, qui est répartie dans toute l'Europe. On a affaire à des compromis entre décarbonation, compétitivité et sécurité économique. Donc la décarbonation, elle est prioritaire. On vient d'en parler avec le Groenland. Mais la compétitivité, elle est essentielle aussi pour beaucoup de filières. Et la sécurité économique, parce qu'on a des minerais critiques en Amérique latine auxquels on a besoin d'accéder pour toute notre innovation technologique et notre capacité de défense. Et on ne peut pas isoler un facteur ou l'autre. Et le fait de se dire qu'aujourd'hui, on a une France qui est isolée sur la scène européenne sur cette question-là, devrait nous interpeller. Parce qu'on a quand même une unanimité européenne importante. Thierry Fabre, on parlait des voitures, mais il y a d'autres secteurs qui peuvent gagner. Il y a l'industrie pharmaceutique, puis il y a même nos vins français. Oui, c'est ça. Donc, l'industrie, c'est très intéressant parce que donc, il y a les voitures, industrie chimique, pharmaceutique. On pourrait, par rapport aux craintes des agriculteurs, dire qu'avec cet accord, on favorise la réindustrialisation européenne. C'est ce que disent d'ailleurs les industriels en disant « laissez-nous vendre ». C'est aussi un argument pour dire que ça va favoriser l'emploi industriel. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est terrible parce que vous voyez que deux secteurs s'opposent. Un secteur agricole fragile qui va souffrir, pas tous, puisque certains espèrent notamment les vins spiritueux exportés aussi, et un secteur industriel qui va aussi très mal et qui voit un nouveau débouché. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Lorsque ce deal sera signé, il faudra s'occuper des perdants, parce qu'ils seront importants, mais ne pas oublier que nous avons des gagnants. Ne pas noircir cet accord et vouloir le jeter totalement. Et c'est un phénomène, une double face en quelque sorte qu'on voit à chaque accord de libre-échange, négocié, signé, ratifié, qui entre ensuite en application. On va justement remonter 8 ans en arrière, en février 2017, lors de la ratification d'un autre traité de libre-échange qui avait fait lui aussi polémique. Le traité signé entre l'Europe et le Canada, le fameux CETA. Robert Glandière élève 500 brebis qui produisent du lait de Roquefort. Il est satisfait de cet accord Canada-Europe. Celui-ci va mieux protéger le Roquefort des risques de contrefaçon au Canada. Chez Gabriel Coulet, l'un des 7 fabricants historiques de Roquefort, l'accord Canada-Europe est également bien reçu. À l'exportation, le gros pays d'exportation qui était les États-Unis, malheureusement, c'est petit à petit fermé. Donc, même si le marché canadien est un petit marché, c'est pour nous une piste très intéressante. Pour les frères Beria, c'est une mauvaise nouvelle. L'accord prévoit l'importation de 50 000 tonnes de bœuf canadien, essentiellement des bons morceaux, soit 10% des pièces nobles produites en Europe. S'il y a de l'importation, c'est sûr qu'il y aura une répercussion sur nos cours. Alors ça, c'était en février 2017 et donc 8 ans plus tard, bilan des courses, les échanges se sont développés, l'excédent européen a grimpé en flèche, y compris, et ça c'est intéressant, Véronique Le Floch, l'excédent agroalimentaire qui a triplé. Vous n'avez pas tort en fait de vous inquiéter ? Alors déjà, on est sur des petites valeurs pour l'agroalimentaire avec le CETA. Ensuite, les 65 000 tonnes de quotas de viande qui devaient venir vers l'Europe viendront peut-être un jour. On sait que l'agence d'inspection canadienne a demandé à l'EFSA, l'agence européenne sanitaire, de faire une étude pour démontrer que l'acide acéta-peroxyacétique, traduction, en fait c'est l'acide qui nettoie les carcasses pour les exporter, n'était pas nocif.
Non, mais vous voulez manger de la viande qu'on utilise au Canada, qu'on utilise au Canada. Donc, à partir du moment où l'Europe pourrait lâcher là-dessus, peut-être que ces volumes viendront chez nous. Et vous savez très bien que JBS, Cargill, qui eux représentent 85% ou détiennent 85% des abattoirs au Canada, n'attendent que ce moment-là pour développer ces productions. Et de toute manière, on le voit, ça finira par arriver si on cède encore. Et sur les produits laitiers, eh bien, écoutez, c'était 15 000 tonnes qui devaient partir de l'Europe vers le Canada. Même les agences qui auraient pu accepter ces importations n'ont pas accepté tous les quotas. Donc c'est une chose, ils ne veulent pas perturber leur agriculture non plus. Elvire Fabry, tout à l'heure on parlait des perdants. Est-ce que les consommateurs ne sont pas aussi perdants? Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement pour notre sécurité alimentaire en faisant venir des produits ou de la nourriture avec des normes moins disantes que chez nous? Alors, les normes européennes, c'est les plus exigeantes en matière sanitaire, phytosanitaire. Le bœuf aux hormones, on n'en veut pas déjà depuis 1981. Il n'entrera pas davantage demain avec un nouvel accord. L'enjeu des contrôles est essentiel. Mais ça, c'est un problème, je dirais, par ailleurs, pour toutes les importations, tous les échanges, les échanges commerciaux que l'on a, sont des contrôles qui sont assurés par les États membres. Et puis la Commission européenne a la capacité de faire des audits sur place dans les exploitations. Et actuellement, il y a des moyens supplémentaires qui sont mis dans ces, notamment avec la création d'une agence pour mutualiser les données et avoir une vue d'ensemble sur le marché européen. Mais je dirais que la question des contrôles, c'est une question en soi. Là, en fait, ce dont on parle en France, c'est pas tellement la qualité du produit final sur lequel on surveille. C'est plutôt les conditions de production auxquelles on s'intéresse. Et c'est là où on parle des enjeux de concurrence. Et il est évident qu'on a déjà une agriculture que l'on soutient énormément parce qu'on veut la préserver, on veut garder une souveraineté alimentaire, d'où les financements de la PAC. Il y a des garanties supplémentaires dans cet accord qui sont très précises. Et on vient de le voir avec l'accord du CETA, que depuis 2017, il n'y a pas eu l'avalanche que l'on craignait, que 2% du quota de bœuf qui a été utilisé par les exploitants canadiens pour exporter. Toute dernière question, Thierry Fabre, en un mot, le calendrier, l'agenda, puisque la discussion, la négociation du Mercosur, ça dure depuis déjà un certain temps. Tout à fait. 25 ans à peu près, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, 25 ans, donc voilà. Est-ce que là, on touche au but? C'est-à-dire, est-ce que la ratification, vous disiez forcément à un moment ou à un autre, on va le ratifier, est-ce que globalement, la ratification peut survenir avant la fin de l'année, en 2026? Ça a l'air de toucher au but. Je n'ai pas d'informations sur la date précise, mais je pense qu'on voit bien le changement de ton de la France est révélateur, en fait. Après avoir dit non pendant des mois, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le 8 mai, quand on décrypte les propos du président Macron. Donc, c'est vrai qu'on s'achemine vers l'accord. Alors, juste un point par rapport à ce qui a été dit. Pour finir, l'expérience CETA, quand même, rend légèrement optimiste. C'est-à-dire que on était extrêmement inquiets. En 7 ans, on a quand même un observatoire. En 7 ans, il n'y a pas eu de déferlante qui était annoncée. Alors, donc, ce qui veut dire qu'il faut être très vigilant, mais l'expérience avec les Canadiens montre qu'on peut quand même limiter la casse. Peut-être ou peut-être pas, puisque vous n'avez pas convaincu Véronique Le Floch. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau.